Avant de commencer sur votre sujet préféré du budget des dépenses, des crédits, comme on l'appelle, peut-être faire une petite mise au point sur le placement syndical. Je pense que ça serait important. Je vous donnerai le temps de poser quelques questions aussi là-dessus. On pourrait sauter dans le budget des crédits. Sur le placement syndical, je dois vous dire qu'on est satisfait. Il reste encore des détails à arranger. Vous savez, mais on a accepté le principe tard hier soir d'accepter le nouveau projet de règlement après l'avoir discuté. Et je dois saluer d'un côté Madame la ministre Maltais d'avoir au moins écouté les points que nous avions. Je peux dire avec un petit peu d'humour que ça aurait pu être fait il y a quelques semaines, mais il ne faut pas regarder le passé, il faut regarder où on est rendu. Et hier, on s'est entendu tard hier soir que le projet de règlement qui a été déposé ce matin répond totalement à nos conditions et élimine la question du placement syndical, mais aussi de l'intimidation. C'est ça qui nous préoccupait. Et là, maintenant, on va discuter dans les prochaines heures la question de la date et du reste du processus. Mais je voulais vous rassurer là-dessus parce que je pense que de notre côté, on avait eu énormément de questions de la part autant des employeurs que de certains syndicats qui avaient encore place à amélioration pour respecter l'esprit du projet de loi de l'an dernier. Et on est excessivement satisfait avec la direction qu'on est en train de prendre en ce moment. Alors, là-dessus, juste brièvement. On peut peut-être prendre les périodes de questions au complet après le point de presse sur les deux sujets. Si ça vous convient, je suis assez flexible. Alors, maintenant, pour votre sujet préféré, si vous voulez bien, puis on pourra revenir sur le placement syndical tout à l'heure, dans la question des crédits. Moi, j'aimerais vous résumer ça en 3 points qui sont... c'est sûr qu'on a eu les documents un petit peu à la dernière minute, on ne reviendra pas là-dessus, mais j'aimerais vous dire, premièrement, sur la question du budget des dépenses qu'on appelle les crédits, le premier point, pour moi, je suis encore très sceptique par rapport à la capacité du gouvernement de réaliser ces atteintes-là, autant pour 2012-2013, c'est-à-dire ce qui est en cours, et 2013-2014. Sans aller trop dans le détail, j'aimerais vous dire que sur 2012-2013, vous en avez la preuve sensible, c'est que le gouvernement dit qu'il va respecter le niveau de crédit de ce qui avait été donné dans le budget de M. Bachand. On vous dit aussi en même temps que pour atteindre cette augmentation de dépenses-là de l'ordre de 1,9 par rapport à l'année dernière, on est en train de demander des coupures additionnelles. Comme vous savez, l'exemple des universités, c'est probablement le meilleur exemple. On en a pour 400 millions, pas juste dans les universités, mais dans l'ensemble. Alors, je veux vous dire que on peut bien saluer l'objectif de 1,8 mais selon moi, il est très loin d'être atteint parce que une des choses qui nous inquiète, c'est qu'on n'attaque pas la façon de faire, les nouvelles façons de faire. On ne fait que faire des compressions. Et ça, pour nous, ça nous rend très, très sceptiques d'atteindre ces objectifs-là qui sont énormes. Je viens de vous parler de 2012-2013. Imaginez-vous pour 2013-2014, parce que si le moindrement qu'on ne respecte pas ces objectifs-là, puis regardez juste la réaction des universités qui est très louable, qui est très justifiée, imaginez-vous comment ça va être difficile de réaliser 13-14 si, encore une fois, on ne change pas les façons de faire. Fait que le message que je vous laisserai est un message de scepticisme par rapport à ce qui est là. Ce qui m'inquiète, deuxièmement, puis ça, je pense que c'est important de le préciser, c'est que pour atteindre les objectifs, le gouvernement doit faire preuve de transparence dans les moyens. Dieu sait qu'il y a un parti qui a payé le prix d'avoir été peut-être trop transparent avec ce qu'il fallait faire. Alors, moi, ce que je vous dirais aujourd'hui, je vais vous donner juste un exemple. Lorsque le gouvernement, habituellement, dépose le livre des crédits, il dépose en même temps des statistiques comme le nombre d'employés qui nous permet de regarder qu'est-ce qu'on va avoir. Est-ce qu'on va avoir une augmentation du nombre de personnes qui va aider à donner plus de services
où on va augmenter les salaires, que ce soit des salaires. Je parle des ministères importants. Je pense à la santé, l'éducation. Est-ce qu'on va augmenter le nombre de médecins? Est-ce qu'on va travailler sur la première ligne pour désengorger les urgences, etc.? Alors, c'est pas juste de donner des chiffres qui sont durs à atteindre, mais on donne l'information qui va avec ces chiffres-là. Aujourd'hui, et là, c'est pas juste un manque de temps, et ce qui nous inquiète, c'est que c'est un manque de transparence. Cette information-là n'est pas là. Alors, moi, si j'étais la population aujourd'hui, puis Dieu sait qu'on sait que le gouvernement qui nous gouverne aujourd'hui en a eu du manque de transparence dans la campagne électorale. Alors moi, ce que je dis aujourd'hui, ça m'inquiète énormément de voir que des statistiques qui étaient là habituellement ne sont plus là. Moi, je les ai cherchées là un petit peu plus longtemps que d'habitude, puis je les ai pas trouvées. Alors aujourd'hui, est-ce que ce gouvernement-là est capable de dire au peuple, est capable de dire aux citoyens qu'en ce moment, il est en train de prendre la route, non seulement d'essayer de réduire les dépenses, mais il est en train de prendre la route de couper les services, ou il est en train de prendre la route de couper les emplois. Je pense que le minimum qu'il pourrait avoir d'honnêteté, c'est de le dire. Nous, je vous le dis, on a payé le prix en campagne électorale parce qu'on a dit qu'il fallait attaquer les façons de faire. Vous vous rappelez les commissions scolaires, l'Hydro-Québec, etc. Mais dans le document du budget, ça n'a pas été dit, mais ce n'est pas plus dit dans le document des dépenses, et ça nous inquiète. Et le troisième point, c'est que quand ça fait le lien encore avec le manque de transparence, il n'y a aucune information sur le fameux PQI qu'on appelle le Programme québécois pour les investissements ou les infrastructures. On peut bien dire qu'il manque de temps, mais je pense qu'il y a eu le temps de faire le rapport, fameux rapport québécois, excusez-moi, le rapport CECAR. J'ai voulu aller trop vite, puis j'ai dit. Alors, KPMG CECAR, excusez le lapsus. Mais il y a eu beaucoup de temps pour faire l'analyse des infrastructures. Et aujourd'hui, lorsqu'on regarde les crédits, vous le savez très bien, les crédits, on regarde pas juste les dépenses de système, il faut regarder aussi les investissements. Vous connaissez notre préoccupation pour la dette. Là, regardez les chiffres comme il faut, là. C'est rendu que la dépense d'intérêt est plus élevée que ce qu'on met en éducation supérieure. Le budget de la dépense d'intérêt pour le gouvernement du Québec maintenant est plus que ce qu'on met dans une université. Alors, et pour dire comment on va faire attention, puis quelle est la vision d'infrastructure, comment on va faire pour aller attaquer la dette, qu'est-ce qu'on va faire en termes d'investissement, nos programmes de ressources naturelles. J'y reviens là-dessus parce qu'encore en Chambre ce matin, on demandait au gouvernement dans les programmes, dans certains dossiers de ressources. Vous avez entendu M. Legault parler de Old Harry. Est-ce qu'on va attendre que Terre-Neuve ait fini de l'exploiter par en dessous pour y aller? Alors, il faut avoir une certaine détermination d'attaquer cette dette-là, puis moi, je le sens pas. Alors, c'était les 3 points que je voudrais vous soulever. Puis encore une fois, je m'excuse pour tout à l'heure, mais je pourrais reprendre les questions, si vous voulez, sur le placement syndical, puis après ça revenir avec les crédits. Bon, c'est ça, brièvement sur le placement syndical. J'ai parcouru le règlement très rapidement, mais je me suis aperçu que dans l'ancien règlement, les titulaires de permis, c'est-à-dire les syndicats, pouvaient communiquer avec les employeurs. Ce que j'ai vu, c'est que seuls les employeurs pourraient désormais le faire. Est-ce que c'est bien? C'est exactement ça. Alors, il y a eu 2 changements importants, puis peut-être que c'est du détail, puis vous me direz si je vais trop loin. Nous, le principe était de respecter ce que le projet de loi 33 avait demandé, c'était que tout passe par la commission. OK? Alors, quand il y avait le fameux débat, là, depuis 2-3 semaines, les petites coches, peux-tu y parler ou pas y parler, ça, on a enlevé ça. Parce qu'on a dit, c'est la commission qui doit être le corps arrière entre une communication de l'employeur au syndiqué ou du syndicat à l'employeur, de passer par là. Sauf que on a dit, pendant qu'on n'a pas le système, que le système informatique n'est pas prêt, peu importe ce qu'on décidera comme date cet après-midi ou demain, on dit, pendant ce temps-là, on va prendre un exemple, on a dit, si les gens veulent vraiment respecter l'esprit de la loi, on pourrait avoir des conférences téléphoniques. Parce que quand on a des gros projets comme à Sept-Îles, c'est le fameux 15% qu'on parlait, et de déterminer le nombre d'emplois disponibles, c'est très facile de mettre les gens de la commission de construction sur ce dossier-là et de s'assurer que toute communication qui vient se fait par conférence téléphonique ou participe la commission de construction. OK? Et on a dit ça, il faut obliger
la CCQ, et c'est pour ça qu'on a demandé à les revoir en commission parlementaire pour qu'ils comprennent bien non seulement l'esprit de la loi, mais qu'est-ce qu'on a voulu comme correction dans le règlement. Alors donc, ils vont devoir participer à cet exercice-là, principalement dans les gros chantiers où on avait les craintes d'intimidation. Une fois que la liste va avoir été développée et que tous les détenteurs de permis vont pouvoir avoir soumis l'information, si à ce moment-là, l'employeur veut avoir des précisions, lui pourra décider de le faire. Alors, c'est une fois qu'il y aura eu la soumission des noms, lui peut dire, étant donné que j'ai eu mon information, je suis satisfait, j'ai pas eu d'intimidation, et là, je veux savoir, je reviens à l'exemple que je vous donnais l'autre fois, je veux savoir si le conducteur de grue, c'est monsieur un tel, je le connais, mais celui-là, à 60 pieds, il a le vertige, puis je le veux pas. Mais là, c'est son droit à lui de pas se faire imposer quelqu'un qui veut pas. Alors, je sais pas si cette précision... Alors, pour nous, ça répond très bien, et c'est pour ça qu'en commission parlementaire, on va redemander à Mme Lemieux de venir bien nous expliquer comment elle peut le faire. On avait même demandé d'avoir les participants au comité de vigie, mais là, il y a eu une démission, comme vous savez. Il y a M. Cournoyer qui ne pouvait pas venir. Je pense qu'on va clairement reposer notre question pour être sûr aussi que le comité de vigie s'assure de cette surveillance-là. Alors, c'était la précision que je voulais apporter. En ce qui concerne les compressions qui vont devoir être effectuées d'ici la fin de l'année financière, là, donc dans les prochains mois, est-ce que vous blâmez davantage les libéraux qui, selon le président du Conseil du Trésor, ont trop dépensé avant les dernières élections, ou plutôt les péquistes qui maintenant font les mauvais choix? Qui est à blâmer, selon vous? Bien, écoutez, si on regarde tantôt je vous ai parlé de la dette. Je pense qu'il faut être très réaliste que ça a été très mal géré, puis vous me connaissez, j'aime pas ça faire de la petite politique, mais je vais le dire quand même, l'héritage qu'on a des libéraux, c'est la dette. C'est inimaginable d'avoir ce montant de dette-là. Je l'ai dit aujourd'hui, quand on est rendu qu'on met plus de 10 milliards en dépenses d'intérêt, ça, c'est un héritage, malheureusement, dont on ne peut pas se sauver. D'où ça vient? Principalement, ça vient du programme d'infrastructure. Pas que c'était pas une bonne idée de faire les infrastructures. Tout le monde le sait qu'on devait le faire. Mais c'est le manque de gouvernance qui a été fait par les libéraux dans ces dossiers-là. Alors aujourd'hui, quand je regarde, puis je vais revenir sur les dépenses d'opération, mais juste pour finir, alors, nous, où on est déçus du Parti québécois aujourd'hui, c'est après tout le temps qu'ils ont eu, ils devraient être capables de nous dire, autrement, de dire qu'on va enlever 1,5 milliard, mais dans quel projet? Là, aujourd'hui, quand je regarde le livre des crédits, je suis pas capable de savoir qu'est-ce qui va venir supporter les crédits en santé, qu'est-ce qui va supporter les crédits en éducation. Donc, je ne veux pas faire de fausses politiques, mais notre plus gros problème aujourd'hui sur la dette, c'est d'avoir ce monstre de dette-là. C'est sûr qu'il faut réagencer notre dépense d'infrastructure, mais je pense qu'on aurait dû au moins nous donner des indications un petit peu plus claires. Maintenant, sur votre deuxième question, sur la question des dépenses elles-mêmes. Moi, je vous dis, c'est la façon de faire, de mieux faire. J'ai l'impression que c'est un budget de crédit qui ne tient pas compte d'une vision. Alors, quand on n'attaque pas les façons de faire, tout ce qu'on ne peut faire, c'est que des compressions. Et c'est là que je vois, je vous le dis, je suis abasourdi de voir qu'on demande aux universités aujourd'hui, après avoir dit dans le même discours où on dit qu'on doit supporter l'éducation, puis d'être capable d'un jour de recréer de la richesse, puis qu'on va dire, bien, pour répondre à notre objectif de 1,8 de croissance des dépenses, on demande aux universités 120 millions. Ça aussi, c'est un manque de vision, puis qui a rien à voir avec la question de la dette dont je vous parlais tout à l'heure. Concrètement, M. Dubé, lorsque vous dites qu'on ne devrait pas faire que des compressions, on devrait faire les choses différemment, un seul exemple de ça? Bien, vous m'aimerez pas, mais je vais le redire. En campagne électorale, on en a donné des exemples. Puis je vous l'ai dit tantôt, on l'a payé très cher le prix d'être dans deuxième opposition parce qu'on a dit. Je crois que les gens commencent à comprendre et ils le voient très bien que quand on veut vraiment attaquer les dépenses, il faut attaquer la façon de faire. J'ai parlé des commissions scolaires, j'ai parlé des agences de santé. Là, on a un budget dans la santé, de 31 milliards. Je suis allé voir, il y a une petite ligne, là, la page, je vous donnerai le numéro de page après, là, où on regarde, puis dans les agences de santé, c'est une coupure qui me semble de 7 millions, mais je suis pas sûr, parce que je ne sais pas si j'ai le crédit d'investissement qui va avec pour le point que je faisais tout à l'heure. C'est pas sérieux.
Alors, si le gouvernement, quand vous allez leur demander, quand on aura le temps de creuser là, dans les prochaines semaines, est-ce qu'ils ont vraiment, ils vont vous dire qu'ils ont coupé dans les agences de santé. Est-ce qu'ils ont coupé vraiment la façon, et ont attaqué la façon de faire? La réponse est non. Alors, et ça, c'est vrai pour les agences de santé. Vous avez entendu ce qu'ils ont dit avec les commissions scolaires. On a dit attaquer la question de refaire dans les commissions scolaires. Ce qu'on leur donne, c'est un pouvoir de taxation. Pour qu'ils, s'ils sont pas capables de réagencer les dépenses, ils s'en vont dire, vous pouvez taxer. Je pense que c'est pas sérieux. Nous, on avait une vision. Des fois, c'est dur de dire les vraies choses. Je pense qu'on avait l'honnêteté pendant la campagne et dans les derniers mois. On ne changera pas de discours. Et je suis sûr que les Québécois, quand ils voient ce genre de manque de transparence-là, et je le redis, quand je regarde qu'ils sont pas assez honnêtes, et je pèse mes mots, pour aller dire dans le livre de crédit où sont les ressources pour qu'on puisse faire l'analyse correctement, bien, je pense qu'il y a carrément un manque de transparence. Donc, il n'y a aucun gain d'efficience à faire dans les universités. Pourtant, quand on voit les folles dépenses des recteurs, on dirait qu'il y a quand même beaucoup d'argent dans les universités. Bien, écoutez, il y en a sûrement, mais en ce moment, quand on n'est pas capable d'avoir une vision puis de dire où est-ce qu'on devrait le faire, moi non plus, je suis pas capable de vous le dire. Là, je pense qu'ils ont décidé de prendre une approche de dire, en ce moment, on n'augmente pas les revenus. Tout le monde s'entend dans les universités, tout le monde s'entend qu'elles sont sous-financées. Hein? Alors donc, aujourd'hui, je pense qu'ils devraient, au minimum, s'asseoir avec les recteurs puis de dire, y a-t-il d'autres façons de faire avec... mais aujourd'hui, je peux pas vous dire, dans le cas spécifique des universités, et on avait regardé... plusieurs façons de faire, mais on pourra y revenir à ce moment-là. M. Legault avait parlé en chambre de l'Université McGill. Il a cité l'Université McGill en exemple. On sait que la rectrice, le vice-recteur de McGill sont parmi les mieux payés et de loin de tous les recteurs d'universités au Québec. Est-ce à dire que lui verrait finalement une espèce de rattrapage des autres recteurs pour qu'ils atteignent les niveaux de rémunération égales à ceux de McGill? Bien, nous, on a toujours dit, puis je vais prendre l'exemple d'une université pour être précis, mais je pense que ça s'applique partout. Des fois, il faut avoir les bonnes ressources qu'on doit payer plus cher pour avoir accès aux meilleures pratiques au Québec, au Canada, puis dans le monde. Quand on regarde les salaires qui sont payés à certains recteurs, je pense qu'on est capable, avec ces salaires-là, d'aller chercher les meilleures ressources dans le monde. Vous avez vu, les salaires ont été publiés, etc. Est-ce que ces gens-là, puis moi, c'est le défi que je leur donne, puis je vais vous faire une comparaison après, si on a les meilleures ressources, puis on est capable de payer top dollar pour ces gens-là, j'espère qu'ils ont les meilleures pratiques dans la façon de gérer. Puis c'est ça que je suis pas capable. Payer des centaines de milliers de dollars pour des professeurs étrangers, c'est ça? C'est ça l'avenir de l'université québécoise? Ben, ce que je vous dis dans ça, c'est que des fois, si on veut avoir des gens qui, une fois qu'ils ont fini l'université, qui sont capables d'être disponibles partout pour aller travailler à l'étranger pour des bombardiers de ce monde, puis il faut qu'ils aient vu les meilleures pratiques aussi. Alors, je pense pas que c'est un défaut ou une panacée d'avoir des fois des ressources d'excellence. Combien? Ben là, ça, c'est une proportion. C'est ça que j'appelle les meilleures pratiques. Mais je veux vous faire un parallèle. Vous me posez sur les universités, mais c'est la même chose. La semaine prochaine, vous allez voir, là, on va vous revenir avec l'informatique. Puis l'informatique, vous l'avez lu, le rapport du VG, là, on a un problème. On n'est pas capable, à l'interne, on dit qu'on n'est pas capable d'avoir les bonnes ressources. Hein? C'est-tu parce qu'on n'est pas capable de les payer ou parce qu'on veut pas faire grandir des gens, parce que je pense qu'il y en a des bonnes personnes. Mais en ce moment, un gros problème qu'on a en informatique, puis on ira dans le détail la semaine prochaine, il y a un manque carrément de bonnes ressources à l'interne pour bien gérer des gros projets. Bien, je pense que le parallèle que je veux vous faire avec l'université, c'est la même chose. Dans certains cas, il faut être capable de bien payer certaines personnes pour voir qu'on a les meilleures pratiques, mais après ça, s'assurer qu'on a les bonnes pratiques en dessous. Puis je vous fais le parallèle, c'est pareil dans les universités que dans la gestion de nos gros projets informatiques. Je veux juste boucler la boucle du placement syndical, s'il n'y a plus de questions sur les crédits. C'est tellement intéressant, les crédits. Moi, je peux continuer longtemps. J'aurais posé ma question, mais je me suis fait devancer tout à l'heure, c'est pas grave. Je trouve ça quand même cocasse là, de vous entendre remercier Mme Maltais dans le contexte actuel parce qu'elle vous a donné tout ce que vous vouliez. Elle n'avait pas le choix de le faire. Là. N'est-ce pas là un bel exemple des limites d'un gouvernement minoritaire? Bien, écoutez, moi, je prends comme
j'apprécie votre question. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'on peut bien aimer la chicane. Moi, j'aime pas la chicane. Il faut accepter, autant dans l'opposition que dans le gouvernement, que c'est un gouvernement minoritaire. Madame Maltais, où je la remercie, c'est qu'à un moment donné, elle a réalisé, parce qu'on a été très ferme sur le point de l'intimidation, elle a réalisé que ce point-là, on n'allait pas le laisser passer, puis on a été très clair. Je vous donne un exemple, là, la rétroactivité des impôts il y a 2 mois. Hein? On avait été très clair. Où je la salue, c'est que des fois, il faut le faire, l'exercice, puis accepter ça. Moi, je pense que j'aurais aimé ça qu'elle le fasse il y a 2 semaines. On aurait perdu un peu moins de temps, puis il n'y aurait pas eu le blabla sur les chantiers la semaine passée, puis tout ça. Mais elle le fait quand même hier, puis on va être capable de finir le projet d'Oasis, mettre une nouvelle date. Moi, je pense qu'il faut pas regarder en arrière, puis dire, elle a fait l'exercice, elle l'a accepté, puis moi, je la salue pour ça. Merci. Merci beaucoup.